d'une certaine manière, les villes multiculturelles montrent un profil des groupes qui sont à l'action dans ces villes, qui permet à la fois de montrer les dimensions de conflit qui existent, mais aussi les dimensions de coexistence, pour ne pas dire de convivialité, parce que l'intérêt du livre est de montrer qu'il y a des espaces partagés, on peut appeler ça peut-être les espaces de la ville que tout le monde partage, et qui ne sont pas nécessairement les espaces publics, parce qu'évidemment, le premier espace qui vient à l'idée, c'est le marché. Sur le marché, tous les groupes se mélangent, y compris les urbains et les ruraux, puisque ce sont des paysans des environs qui viennent vendre leurs produits. Et là, il y a un vrai mélange des populations, des niveaux sociaux différents et des langues différentes. Donc l'espace de convivialité qui vient à l'esprit, c'est l'espace public, la rue, où effectivement, là, tout se mélange. Mais ce qui est intéressant, c'est de se retirer un petit peu de la rue et de voir quels sont les autres espaces de vie partagés. Ça peut être l'espace associatif, qui n'est pas nécessairement ségrégé nationalement ou socialement, voire l'un ou l'autre ne sont pas nécessairement interpénétrés. Il y a des espaces de classes sociales où les classes sociales se mélangent, le théâtre par exemple, avec les différents types de sièges qu'occupent les gens au théâtre. Donc là, on a une mixité sociale, et on peut aussi, en prenant l'exemple du théâtre, avoir une mixité linguistique, puisque les sources nous montrent que finalement, dans les villes essentiellement, on va dire, bilingue, où le théâtre joue dans les deux langues, eh bien, on voit que les groupes qui appartiennent à un univers linguistique différent vont écouter, vont entendre, vont voir les pièces qui sont jouées dans l'autre langue. Donc, ça fait partie de ces espaces partagés. Autre espace partagé important, j'ai parlé du marché tout à l'heure, mais l'espace économique en général, et dans presque toutes ces villes de taille moyenne, nous avons des chambres de commerce et d'industrie. Alors, je pense notamment à Brno, où, étant une grosse ville industrielle, donc Brno, 110 000 habitants à peu près en 1910, a une chambre de commerce et d'industrie qui est ce qu'on appelle dans l'univers tchéco-morave ultra-cuite, c'est-à-dire que les gens sont à la fois tchécophones et germanophones, à la grande fureur des activistes nationaux qui disent que l'argent n'a pas d'odeur, et là, c'est en l'occurrence, l'argent n'a pas de nationalité. Et donc, on voit hommes d'affaires, banquiers, industriels, alors deux langues allemandes et deux langues tchèques, pour ne pas nationaliser les gens, aussi, évidemment, l'importance des industriels juifs. Et ces gens-là, leur intérêt, c'est que leurs entreprises marchent et que la ville se développe en tant que capital industriel. Donc on a aussi dans ce genre d'espace économique, financier, industriel, un espace partagé entre les différents groupes. Donc nous avons là 12 villes, 5 dans la partie autrichienne de la monarchie, et 7 dans la partie hongroise. Alors parmi les 5, il y a une ville qui est entre les deux, qui est Sarajevo. Donc Sarajevo qui est administré par le ministère commun des Finances, donc qui n'appartient ni à la Cislétanie, donc l'espace autrichien, ni à la Translétanie, l'espace hongrois, et qui est un espace à part, qui est tout à fait particulier, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Donc dans ma démarche, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai constaté que la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des études sur la multiculturalité dans l'espace habsbourgeois étaient des études sur l'espace autrichien. Donc, essentiellement galicien, tchèque et austro-italien, voilà. Et la partie hongroise était considérablement négligée par les historiens, y compris par les historiens locaux d'ailleurs, qui souvent ne voient qu'une face du miroir. Parce qu'il faut bien entendu regarder tous les groupes qui habitent telle ou telle ville, et beaucoup de ces historiographies ont été dictées et victimes de l'État-nation, et notamment de l'historiographie des États successeurs, qui avait tendance à porter le regard sur un groupe,
linguistique et à négliger l'espace multiculturel justement. Donc mon idée c'était de remettre ensemble les deux parties de l'Empire et de regarder et de comparer du coup non seulement entre les villes elles-mêmes, mais de comparer la démarche impériale, puisque maintenant c'est vraiment dans l'historiographie c'est un topos intéressant, quelle était la démarche impériale autrichienne et quelle pouvait être la démarche de l'État-nation hongrois qui entreprend, bien entendu, une autre politique que celle de l'Empire. Est-ce que c'est une politique impériale? Ça, c'est un autre sujet qu'on peut débattre, mais qui, en tout cas, essaye d'imposer dans ces territoires multiculturels, la Transylvanie, le Banat, la Voïvodine, la Slovaquie actuelle, une démarche qui va vers l'État-nation. Et je voulais voir aussi comment cette démarche nationale hongroise se heurtait ou ne réussissait pas à imposer son discours dans la partie hongroise de la monarchie, pour comparer cela avec ce qui se passe du côté autrichien, où on a cette vision généralement assez simpliste, qui consiste à dire que du côté autrichien, voilà, il y avait un libéralisme plus important grâce à la démocratisation au suffrage universel de 1907 et que du côté hongrois, on aurait eu un État hongrois surpuissant, oppresseur et nationalisateur. Et je voulais voir comment, dans le cadre urbain, au quotidien finalement, de la population urbaine, ces modèles impériaux pouvaient se répercuter ou pas, et s'il y avait donc une vraie dynamique urbaine qu'on pouvait comparer des deux côtés de la monarchie. Alors c'est vraiment multiscalaire, effectivement. Je pars d'un point micro, qui est la ville moyenne. Bon, alors, peut-être déjà dire pourquoi la ville moyenne, parce que elle offre un certain nombre de marqueurs, d'éléments qui permettent de mesurer cette vie commune des populations que dans une plus petite ville, on n'a pas forcément. On manque un certain nombre de marqueurs que moi j'ai choisi de façon tout à fait indépendante et peut-être arbitraire, mais voilà, il me fallait un théâtre, il me fallait un lycée, il me fallait une presse, voilà, j'avais besoin d'éléments qui me permettaient justement de voir s'il y avait interaction entre les groupes. Donc je pars d'un point précis qui est une ville, et bien entendu, la ville n'est pas sur la Lune, et elle est à diverses échelles. On peut introduire bien entendu un concept que nous connaissons tous, qui est le concept de centre et de périphérie. Donc on a un centre qui serait donc une ville, mais il y a un hinterland, donc une région autour. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que au cours de l'étude que je fais, donc de 1880 à 1914, l'espace de la ville change énormément, puisque il y a migration urbaine, urbanisation, développement des chemins de fer qui amènent en ville un nombre de populations important, généralement des populations pour les petites villes qui viennent de l'immédiate proximité, de l'immédiate hinterland. On n'est pas dans les grandes métropoles comme Vienne, Prague ou Budapest où là on a des migrations qui sont à des centaines de kilomètres. Là, on a vraiment des migrations qui sont à des dizaines de kilomètres, mais qui permettent de tracer un rayon autour de la ville et de montrer d'ailleurs quel est le facteur d'attractivité de la ville. Finalement, le villageois qui habite à 25 km, est-ce qu'il va choisir d'aller dans cette ville ou est-ce qu'il va aller directement à Vienne, à Prague ou à Budapest s'il veut migrer? Donc, on a un phénomène d'attractivité. Ce phénomène d'attractivité, il est mesurable au travers donc du développement des banlieues, on va dire. Donc la ville s'étend, donc elle absorbe au fur et à mesure les villages environnants, qui deviennent, dans certains cas, partie de la ville. Et là, à partir de là, on a la planification urbaine qui joue son rôle, puisque les municipalités vont œuvrer pour relier ces villages en fait. Alors développement des tramways, développement d'un lien avec les villages. Un phénomène qui est important dans l'Empire des Habsbourg, c'est aussi le relâchement de la pression des garnisons, du facteur militaire. Les forteresses sont démantelées, la plupart du temps parce qu'elles ne servent plus. Donc ça dégage, on a l'exemple de Vienne qui est très connu, ça dégage des terrains pour lotir des parties de la ville qui du coup deviennent des nouveaux quartiers. Donc
la ville grossit. Et donc, en grossissant, comme je le disais, elle attire, elle absorbe les villages environnants et elle attire donc dans son rayon. Et j'ai fait des études de rayon, donc, pour montrer jusqu'où allait l'attractivité de telle ou telle ville. Et là, on entre dans un facteur intéressant pour le thème spatial, c'est la ville entre en concurrence avec sa voisine, avec la ville comparable en population qui se trouve à proximité. Et là, on a tout un jeu de rivalité pour les équipements urbains, par exemple, pour la notoriété culturelle. Telle ville bâtit un théâtre, l'autre ville dit nous sommes des ignorants, il nous faut absolument notre théâtre parce que la ville à côté a déjà son théâtre, ou les équipements type tramway, gare, évidemment, il y a l'enjeu de qui va être relié au chemin de fer qui emmène directement à Vienne, à Trieste, au littoral, donc il y a aussi ce facteur de communication entre les villes et à l'échelle de l'Empire, bien sûr. Donc la ville bâtit elle-même son propre centre et elle entre en concurrence avec un autre centre et puis alors avec des périphéries plus larges ou carrément avec la capitale. Il y a un petit peu, il y a un enjeu de distance aussi. C'est-à-dire que plus on est loin de Budapest, de Vienne, etc., plus, des deux grandes capitales, la ville va se sentir soit plus indépendante, mais aussi délaissée. Alors il y a cette thématique du la capitale nous oublie, la capitale nous néglige et nous devons par nous-mêmes créer nos infrastructures, etc. Donc ça joue également cette dépendance à la distance qui est un facteur important. Et puis dans l'espace urbain, dans la colonisation de l'espace urbain, il y a tout l'enjeu bien entendu du bâti, de ce qu'on va bâtir, de ce que la municipalité va être capable de bâtir, qui est bien entendu une question de finances, et aussi une question de dépendance vis-à-vis de l'État, puisque certains bâtiments ont besoin de l'aval du ministère référent, ou du gouverneur de la province, dans le cas, par exemple dans le cas autrichien, à Trieste, on ne peut pas construire n'importe quoi. Pour certains équipements, eh bien c'est le gouverneur de Trieste, donc un fonctionnaire autrichien, qui doit relayer la demande, qui doit autoriser. Et en Hongrie, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit éventuellement autoriser la création d'un bâtiment important. Donc l'espace joue un rôle à la fois sur place, dans l'environnement local, et puis il est une projection vers l'État central. Alors l'un des enjeux les plus importants, c'est la question scolaire. Voilà, parce que la question scolaire dit question linguistique, donc pour qu'un groupe se définisse dans l'Empire des Habsbourg, rappelons que la définition, il n'y a pas de définition nationale, c'est une définition linguistique. Donc l'appartenance, disons pour faire vite, nationale, se définit par la pratique de la langue. Donc où apprend-on la bonne langue? À l'école. Voilà. Et donc la ville a le potentiel pour créer des institutions scolaires. Et donc là arrive la question de dans quelle langue enseigne-t-on? Et donc, selon les équilibres nationaux qui régissent la ville, un groupe va soit essayer d'imposer sa langue comme étant la langue de la majorité, la langue du groupe dominant, et le groupe qui est en minorité, qui va essayer de son côté d'avoir lui aussi ses institutions scolaires. Et c'est un des points les plus importants du conflit. Alors non seulement du conflit, mais du coup de l'appartenance nationale, parce que il faut se déterminer en fonction d'une langue qu'on va choisir. Mais ce que l'on voit très bien, c'est que finalement, ce sont les individus qui choisissent l'école de leurs enfants. Et donc, le choix n'est pas nécessairement un choix de nation, mais ça peut être un choix pragmatique, ça peut être un choix tout à fait opportuniste, en se disant, finalement, la langue de la majorité, c'est ce qui va permettre à mon enfant, en l'occurrence à mon fils, parce que la scolarisation des filles est encore un autre sujet, d'avoir une meilleure carrière, d'avoir de meilleures opportunités. S'il a du succès dans sa carrière scolaire, si c'est un jeune tchèque
de parents tchécophones à Brno, les parents vont se dire nous voulons le meilleur avenir possible pour notre fils, nous allons l'inscrire dans une école allemande, comme ça peut-être qu'il aura de meilleures opportunités. Et du coup, l'enjeu pour l'autre groupe, en l'occurrence dans ce cas-là les Tchèques, c'est de dire non, 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 votre enfant aura d'aussi bonnes opportunités s'il ne fait son enseignement qu'en tchèque. N'oublions pas que, de toute façon, dans ce cas-là, l'allemand est une langue secondaire. Donc de toute manière, le jeune apprendra quand même l'allemand. Ne serait-ce que par l'environnement, dont on parlait tout à l'heure, mais parce que ce sera de toute manière la seconde langue de l'établissement en question. Donc la question scolaire est très importante. Et cette question oblige d'une certaine façon les gens finalement à s'agréger à un groupe, et on arrive à des séparations linguistiques dans la ville, où nous parlions du théâtre tout à l'heure, où l'enjeu, ça va aussi être de dire, nous avons un théâtre dans cette ville, nous, le groupe minoritaire, nous exigeons que le théâtre joue aussi dans notre langue. Donc il y a des stratégies pour se partager les saisons théâtrales, par exemple, quand les groupes arrivent à un modus vivendi à peu près satisfaisant, eh bien une partie de la saison joue en allemand, par exemple, et puis l'autre partie de la saison, pensons à Pozsony, Pressbourg, aujourd'hui Bratislava, l'autre partie de la saison, on joue en hongrois. Et on voit très bien, quand on regarde dans les sources, les gens qui achètent des droits pour les loges. C'est un surabonnement. On voit bien qu'on a les mêmes noms. Donc, ça veut dire que ces gens refusent le choix national et continuent parce qu'ils aiment aller au théâtre, finalement, et ils sont familiers des deux langues, donc ils peuvent apprécier le théâtre dans les deux langues. Donc le théâtre apparaît comme ça en surface, comme un élément de distinction sociale et nationale. Il ne l'est pas toujours. Et on voit bien quand on regarde, alors l'un des éléments les plus importants pour mesurer cette ambiance en ville, c'est de lire la presse. Et la presse est à la fois un piège et une aide. Parce qu'évidemment, tout ce que disent les journalistes n'est pas le reflet. Mais en creux, quand on lit entre les lignes, on voit bien que si les journalistes n'arrêtent pas de se plaindre justement du fait que les gens continuent à finalement aller d'un côté à l'autre, c'est que cette distinction nationale qui est voulue par un certain nombre d'activistes ne marche pas. Sinon, la presse des deux langues ou des trois langues ne passerait pas son temps à vitupérer contre les affreux traîtres qui vont d'un côté à l'autre. Et une des catégories de la population qui est particulièrement finalement multiculturelle, ce sont les femmes. Et il y a plusieurs explications à ça. D'abord, comme malheureusement elles échappent à la scolarisation secondaire. Les femmes, la plupart du temps, ne vont qu'à l'école primaire. Elles sont moins piégées par ensuite le choix de l'école secondaire dans une langue ou dans une autre. Ensuite, comme elles sont quand même encore cantonnées dans le domaine domestique, eh bien, ce sont elles qui font les courses, ce sont elles qui interagissent au quotidien avec le marché, justement, dont il était question tout à l'heure, et on voit très bien que finalement, elles sont peut-être plus multilingues que les hommes, mais ça ne transparaît pas dans les sources. Parce que les sources que l'on a, ce sont effectivement les sources scolaires, les sources de la culture en général, et les femmes y apparaissent moins. Mais elles apparaissent en creux dans la presse nationale, qui les stigmatise en disant les femmes, ne sont pas conscientes de leur rôle d'éducatrice de la nation, et on cherche à les récupérer pour le combat national. Donc les femmes, d'une certaine façon, échappent au conflit national, et c'est un point très intéressant qui demanderait d'ailleurs à être creusé davantage. Donc on a finalement un conflit qui va, et plus la ville est éduquée, finalement plus il y a de conflits. Donc on voit bien que là où il y a une université, par exemple, prenons l'exemple de Czernowitz, il y a une université qui, dans ce coin colonial de l'Empire des Habsbourg, est une université de langue allemande, eh bien ça n'empêche pas tous les groupes nationaux de la ville de Czernowitz, et alors là on est dans le maximum de diversité, puisqu'on a donc des Ukrainiens, des Ruthènes, des Polonais, des Allemands, des Juifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et des Roumains,
Et tout le monde a son association étudiante. Et ce sont eux qui sont les acteurs du conflit. Aux grandes dames, d'ailleurs, souvent, de la population, notamment des boutiquiers, qui ont peur des étudiants et de leurs revendications nationales. Donc là, on est peut-être à un top de l'éducation, puisqu'on a une université qui est implantée comme ça, vraiment à l'autre bout de la monarchie, et on a une des villes où il y a le plus de violence. Mais cette violence, elle vient d'un petit groupe. Elle vient de ce petit groupe d'étudiants qui n'arrêtent pas de se lancer des défis nationaux et de vouloir justement ces séparations bien nettes entre les groupes qui s'avèrent finalement impossibles.